Chemin de vie. Épisode 8 du livre 4. Auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute, visionnage et réflexion à vous. Il m'attendait. Lorsque je suis arrivé sur la place de l'église, il m'attendait. Il avait le regard vide, fixant le ciel, et il avait surtout les mains vides. Je me suis stationné, et je me suis dirigé en sa direction. Quand il m'a vu arriver à lui, le vieux prêtre ne m'a pas salué. Un chapelet entre les doigts, il m'a demandé de le suivre. Moi qui étais plutôt crispé, je me suis tout de même exécuté. Il m'a fait passer par le cimetière, puis par une vieille porte en bois qui se trouvait derrière l'église. Il avait sorti une grosse clé lui permettant d'ouvrir un autre portail. Ce monsieur assez âgé tremblait et j'ai été touché de le voir trembloter en tentant d'ouvrir ses accès fermés à double tour. Nous étions maintenant dans un bureau, sorte de pièce dérobée dans l'église. Je pouvais voir mon livre posé sur une table en chêne. Il m'a proposé de m'installer et il m'a servi un café. Dieu sait que j'adore boire du café, sorte de dopant pour moi. Un long silence venait de s'installer. Je regardais mon breuvage fumant. Soudain, le vieil apôtre m'a attrapé les deux mains en affirmant que j'avais un don et que je ne devais pas le garder pour moi mais le partager. Il finit donc par m'expliquer que c'était un blasphème de ne pas partager le contenu de ce livre. Il regarda les lignes de ma main. Je n'avais toujours pas bu une gorgée de mon café qui imprégnait toute la pièce par son odeur. Derrière les murs de pierre, on pouvait entendre la messe. Le prêtre me demanda de montrer mon grain de beauté sur le bras gauche. C'était la deuxième fois que je me retrouvais à retirer mon vêtement pour exhiber cette étoile sur mon bras. Il prit le livre offert par Simon dans ses mains frêles et me questionna sur la façon dont je rédigeais sur ces pages. Je lui expliquai que je devais me trouver entre l'état de veille et de réveil quand les mots s'enchaînaient sur le papier. J'étais probablement dans une sorte d'état de semi-conscience quand j'écrivais. Je m'en rendais compte quand des pages avaient été noircies lorsque je prenais le temps de regarder le livre à mon réveil. Quelquefois, je mettais des jours avant de me rendre compte que de nouvelles informations y figuraient. Le prêtre insista avec sa voix tremblante sur ma chance d'avoir ce don. Le dernier en date était Nostradamus, et j'avais hérité de ce potentiel. Je lui ai indiqué que cela ne changeait rien à ma vie, et que même si ce fameux Nostradamus avait prédit des événements avec exactitude, cela n'a rien empêché de se réaliser, surtout les prédictions négatives. Il m'a assuré que je me trompais, car Nostradamus avait pu sauver des vies en période de peste. Outre les chats, qui se montraient plutôt efficaces pour éradiquer cette maladie, Nostradamus avait été précurseur afin de soigner cette affection en proposant d'éliminer les cadavres infectés, de ventiler les maisons avec de l'air frais, de boire de l'eau propre et potable. Il recommanda de ne pas saigner les patients. Il me posa une autre question, me demandant si j'ingérais des substances opiacées pour prédire le futur. Lorsque je répondis par la négative, il fut surpris. Il fronça les yeux. Il semblait déçu par ma réponse. Il me demanda si j'étais au moins un grand buveur de café. En effet, c'était le cas. Il émetta l'hypothèse que le café à forte dose agit comme stimulant psychotrope. Il me donna la définition de ce mot, qui donne une direction à l'esprit ou au comportement. Il me précisa que le café fait partie des stimulants temporaires sur la résistance physique et l'activité mentale. Donc, pour cet ancien, mon don et mes écrits étaient étroitement liés à ma toxicomanie au café. Il est vrai que j'étais un gros buveur de café. Mais de là à faire un jugement hâtif sur mes capacités de prédiction, en rapport avec la caféine, je trouvais cela exagéré. Je connaissais plus gros consommateurs de cette boisson que moi, et ce n'était pas une raison pour se réveiller en pleine nuit et écrire des événements futurs sur un vieux livre. Quoi qu'il en soit, il sortit un autre ouvrage d'une autre bibliothèque, et il me montra une prédiction écrite en quatrain. Le religieux m'indiqua que ce livre avait été traduit par Simon, et que Nostradamus disait qu'un autre lui viendrait à naître dans cette contrée et qu'il aurait la capacité à prévoir le futur comme lui. Cet homme aurait une étoile sur le bras gauche, étoile à 5 branches, sous la forme d'un grain de beauté. Je devais vivre éloigné de tout et de tous pendant toute la période où j'allais écrire sur ce L4. Vivre tel un ascète me protégera des gens venus de Vatis. Ce passage lu par le vieux monsieur a provoqué chez moi un moment de recul. Le vieil homme alla me chercher un autre livre aux pages vierges.
Est-ce que c'était le prêtre qui avait orchestré toute cette histoire? Ou est-ce que je devais me fier à ce livre, ces quatrains traduits par Simon? J'ai pris des mains le livre présenté par le prêtre et j'ai vérifié que c'était bien Simon qui avait traduit ce texte. Ses initiales étaient bien présentes. Il était indiqué SR. Quand j'ai demandé au religieux ce que je devais faire maintenant que j'étais informé de ma mission, il me délivra un livre vierge, que je nomme L5, et me proposa de continuer à écrire. Lorsque ce livre sera de nouveau complet, je devrais déposer ce manuscrit à l'église et en prendre un autre. Il insista. Chaque livre devait être répertorié dans ce lieu de culte et nulle part ailleurs. Il me tenda un stylo bleu que je pris afin de signer et mettre mes initiales sur le livre qui m'avait été dérobé. Après m'avoir laissé griffonner consciemment sur le livre, il le referma brusquement, ce qui me fit sursauter. Il m'imposa de prendre le livre vierge en plaçant ce dernier dans un sac Monoprix. Il avait peur que j'abîme ce livre. Le religieux m'accompagna vers la sortie, tout en prenant le soin de refermer la porte et le portail systématiquement derrière lui. Je repris la route pour mon appartement, la tête pleine de questions du type « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai pu attraper pour avoir une telle capacité ? Un virus ? Virus informatique. La cible sera simple, la bourse. Suite au décès d'une femme ingénieure informatique, lors de la coupure électrique mondiale, les hackers du monde entier vont vouloir se venger. Ces informaticiens de haut vol vont pirater les plus grandes places boursières. Cette idée est venue aux informaticiens chevronnés lorsqu'ils ont vécu la coupure électrique mondiale. Ils ont compris le pouvoir de l'électricité, tant sur les objets que sur les humains, mais aussi sur l'économie. La coupure électrique mondiale avait provoqué un arrêt brusque du rouage financier, mais pas sa disparition. Les hackers iront plus loin en remettant tous les compteurs à zéro. Plus aucune trace des montants présents sur les comptes bancaires de chacun de nous. Plus personne n'était redevable, plus de crédit, plus de prêts, plus de traces de ces données. Idem pour la crypto-monnaie. Dans ce scandale, tout le monde sera accusé et portera des doutes sur les autres. Entre les hackers américains, russes, indiens, européens, personne ne voudra se vanter de cet, je cite, exploit, au risque de disparaître de la surface du globe. Les gouvernements seront dépassés par les événements, surtout ceux de la vieille Europe encore une fois. Ceux qui auront un compte débiteur seront les plus avantagés. Par contre, tout le restant repartira à zéro. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y aura des arrestations sommaires et des confiscations de matériel. Certains iront même en prison pour éviter une fuite de leur part vers un pays d'accueil. L'argent ne sera plus l'euro, le dollar ou le pesos. Une nouvelle monnaie verra le jour. Elle deviendra internationale et sera dénommée le crédit, un C avec 2 barres verticales. Elle sera uniquement virtuelle. Plus de billets ni de pièces en circulation. Cette première moitié du XXIe siècle sera très compliquée pour la population humaine. Face à cette fragilité remarquée, certains ne vont pas hésiter à attaquer, à s'emparer des pays de la vieille Europe, la France comprise. Cet aveu de faiblesse et de désorganisation va se faire ressentir et va constituer une aubaine pour le pays envahisseur. La population envahie regrettera son passé et tombera dans la déprime. La dépression de Thomas. Thomas est repassé chez moi. Il avait les yeux tout rouges. Il n'était pas retourné au travail depuis maintenant 8 semaines. Son médecin l'avait mis en maladie et lui a prescrit des antidépresseurs. Déjà que Thomas avait arrêté ses études durant sa 3e année de licence pour passer plus de temps avec son ex-copine, maintenant il désertait son travail dans un fast-food. Il passait donc toutes les nuits à regarder la télévision et il dormait le jour. Le pauvre bougre était complètement décalé. Quand il me parla, il était dans l'incompréhension, le déni. Thomas sentait l'alcool. Je ne pense pas que des antidépresseurs associés à de l'alcool soient un bon cocktail. J'avais peur que ce dernier fasse des bêtises. Comme le dit le proverbe, quand l'amour parle, la raison se tait. Thomas a tenté de joindre Stéphanie, car cette dernière serait enceinte. Il ne sait pas si c'est lui le géniteur. Il m'a avoué avoir envie à plusieurs reprises de monter sur une grue et de sauter dans le vide. Pour tenter de le faire sourire, je lui ai dit que fort heureusement,
Il n'y avait pas de construction de bâtiment dans le coin. Il se mit à rire et à sécher ses larmes. Je savais qu'il venait me voir pour boire un café à la maison. Moi qui tentais d'arrêter de consommer ce breuvage toxique pour mon corps à haute dose, eh bien je n'étais pas sorti d'affaire. Chacun son combat. Quand on dit que l'amour rend aveugle, je pense comprendre cette expression. Thomas était complètement perdu avec Stéphanie. Dès le départ, elle avait caché sa vraie personnalité et son vrai visage, sorte de masque en plus du maquillage à outrance. Elle ne pensait qu'à son bien-être matériel et à son apparence. Un jour, cette femme enfant aura un retour de bâton et ce sera à son tour de souffrir. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais disparaître du jour au lendemain et ne plus répondre aux messages et nombreux appels de Thomas fut difficile pour ce dernier. Il ne savait pas ce qu'il avait à se reprocher. C'est comme si sa relation n'avait jamais existé. Quelle situation difficile de perdre quelqu'un pour qui on est attaché. Chat extra. Chat est revenu. Comment cela est possible? J'habitais maintenant à plus de 65 km de mon habitation. Ma voisine, qui était sourde d'oreille, et qui ne manquait pas de me le faire savoir en mettant le son de la télévision à fond, dès 8 heures du matin, était venue toquer à ma porte. Elle avait laissé sa porte d'entrée grande ouverte car, quand elle est venue sonner à ma porte, on pouvait entendre un écho de sa télévision en marche qui traversait mes murs et qui passait aussi par le couloir. Tout le monde avait quitté cet étage. Nous n'étions plus que deux à occuper ce palier. J'ai cru que ma voisine allait me demander de faire moins de bruit. Quand j'ai ouvert, elle m'indiqua qu'une bestiole se trouvait sur mon balcon. Sur la défensive, je me suis dirigé vers la mezzanine, un parapluie à la main, la grand-mère juste derrière moi. Quand j'ai ouvert ma porte-fenêtre, je suis tombé nez à nez en face de Chat. Il était assis à contempler le paysage, ou plutôt à observer les humains qui se déplaçaient à vive allure. Chat devait se poser la question de savoir pourquoi les humains sont constamment stressés ou alcoolisés sur la voie publique. Je n'habitais pas très loin d'un bar ambiance. C'était une autre raison pour ne pas habiter dans ce quartier bruyant. Chat ne répondit pas à mes appels, ou du moins, il faisait semblant de ne pas m'entendre. Je finis par le prendre dans mes bras. Chat était trempé, car il pleuvait des cordes dehors. Si des gens me voyaient avec un parapluie ouvert sur le balcon, je pense qu'ils devaient se demander ce que je devais y faire. Comment avait-il fait pour atterrir sur mon balcon? Cela faisait quelque temps que je ne l'avais pas vu, et d'ailleurs, que je n'avais pas écrit sur mon livre sacré L5. Ma voisine me dévisagea. Elle me précisa qu'elle détestait ces bêtes, surtout quand il la fixe du regard. De plus, elle m'indiqua que cela portait malheur de rentrer avec un parapluie ouvert dans la maison. Je lui répondis que grâce au chat, certaines maladies avaient disparu de la planète, dont la peste. Elle recula de plusieurs pas. Comme effrayée par Chat, elle me rétorqua que pour elle, ce n'étaient pas des envoyés de Dieu pour nous sauver de la peste, mais plutôt des extras. Elle put voir mon étonnement, et elle m'affirma que pour elle, c'étaient des extraterrestres. Pour ma voisine sourde, ces charmants animaux venaient de l'espace, ils sont à part, ils ont des pouvoirs spéciaux qui fascinaient les Égyptiens. Elle m'a signalé avoir déjà repéré une réunion de chats pour comploter sur le monde. D'après elle, c'était pour cette raison qu'ils fuguaient souvent, pour se retrouver entre eux. L'abus de télévision avait eu raison d'elle. Quand je lui ai demandé d'un ton moqueur si elle avait une théorie sur les chiens, elle haussa les épaules et elle se dirigea vers la sortie. Avant de refermer la porte derrière elle, ma voisine me posa une question. Comment ce chat avait-il fait pour se retrouver sur mon balcon à plus de 6 mètres de hauteur, sans avoir la possibilité de grimper? Je n'avais pas de réponse à son interrogation. Sans attendre mon retour, elle referma la porte d'entrée de mon appartement sur elle, me laissant seul, avec Chat, face à cette énigme. L5. Page noircie. Chat a repris ses bonnes vieilles habitudes, malgré ce changement d'environnement. Il avait dormi sur mon nouveau livre offert par le vieux religieux parti à la retraite. Moi, je m'étais contenté de dormir dans mon lit. La nuit avait porté conseil, et de nouvelles pages furent écrites en la présence de Chat. C'était à ne rien y comprendre. La présence de Chat devait me détendre ou me mettre en mode écriture. Il me fallait remonter ces informations à mon amie Maria. C'est ce que je fis lorsqu'elle passa à la maison. Elle fut étonnée de voir Chat.
Elle me demanda ce qu'il faisait dans cette ville et chez moi. J'ai répondu qu'il était venu me rendre visite, mais que je ne savais pas comment il avait trouvé mon adresse. Comme la première fois en 2001, il était apparu sur le balcon de mon logement étudiant. En cette année 2008, il apparaissait de la même manière. C'est ma voisine qui m'avait prévenu de sa présence sur le balcon. Impossible pour moi de savoir depuis combien de temps il avait atterri sur la loggia, sachant que cela faisait plusieurs jours qu'il pleuvait à seaux. C'était quand même une situation impressionnante. Maria n'en revenait pas. Il était comme réapparu. Cela lui faisait penser au chat de Schrödinger. Après avoir bu un thé, pendant que moi j'avais opté pour un café, le deuxième de la matinée, elle m'indiqua qu'elle allait faire une enquête, essayer de comprendre ce qui se passait et quelle était l'influence des animaux, et surtout des chats, sur l'être humain et surtout sur moi. Avant de me quitter, elle hésita à me dire quelque chose. Ses yeux me fixaient et on pouvait voir ses pupilles dilatées. Je finis par la faire revenir sur terre en lui demandant si tout allait bien. Elle hocha la tête de haut en bas et s'en alla. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Maria allait faire de nombreuses recherches à la bibliothèque du coin, et elle ira même jusqu'à une bibliothèque de la Défense, à proximité de ce qui est appelé l'Arche de la Défense, pour faire des recherches plus poussées lorsqu'elle ira réaliser son stage entreprise à Paris. D'ailleurs, cette grande arche me faisait penser au cube décrit dans le L4. Il était écrit que des cubes porteurs d'énergie, répartis sur tout le globe, devront nous protéger d'une menace venue du ciel. L'Arche de la Défense est un cube ouvert. C'est un cube dans un cube, sorte de porte vers l'horizon. C'est un hypercube vu en 3 dimensions. Il représente 4 dimensions, 4D. Peut-être que chat aussi venait d'une autre dimension. J'aurais dû poser cette question à ma voisine. La théorie de Maria. Maria est revenue chargée de divers éléments afin d'appuyer ses dires. Pour elle, ce don n'en était pas un. C'est le chat, à travers ses ronronnements, qui me disait ce que je devais écrire pendant la nuit. Maria avait soit trop abusé de mécanique quantique, de la télévision et ou de la bibliothèque. Pour elle aussi, le chat était comme faisant partie de la fameuse théorie des astronautes. En gros, les chats seraient en contact avec une civilisation extraterrestre, et à travers chat, ils me transmettent des informations pendant mon sommeil, en se servant de mon somnambulisme, et ainsi retranscrire le futur à travers mon écrit. Moi, je trouvais cela totalement biscornu. Pour Maria, j'avais dû commencer à écrire le L4 à partir du moment où chat était apparu la première fois sur mon balcon, vers la toute première semaine de septembre 2001. Son argument qui m'a le plus marqué est celui que les chats ont une vision nettement supérieure aux humains, ce qui leur permettrait de prédire l'avenir ou même avoir une longueur d'avance sur l'évolution de notre espèce. Il est clair que moi, avec ma myopie, je ne voyais rien au loin. En gros, il existait des chiens d'aveugles et maintenant, il existait des chats pour myopes. Cette blague n'a pas fait rire mon ami qui me dévisagea un moment, me faisant comprendre que je n'étais pas drôle du tout. Pour faire simple, Maria pense que ce chat se sert de moi pour retranscrire ses pensées sur le futur. Elle appuya ses dires par le fait que Nostradamus, afin de lutter contre la peste qui avait tué sa première femme et ses 2 enfants, sorte de malédiction, avait pris pour compagnon un chat. Selon elle, c'est peut-être de mon contact avec cet animal de compagnie que viennent mes idées, et non de ma consommation d'opiacés ou de café. Son affirmation me fit penser à la question du vieux prêtre. Fallait-il être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose pour écrire sur du papier ? D'après Maria et le prêtre, cela n'était pas le fruit de mon inconscient, mais plutôt d'une force extérieure. Il y avait de quoi me vexer. Mon cerveau était soit dirigé par le café, soit par un chat malicieux, soit les deux. Pourquoi tout cela ne viendrait-il pas de moi ? Quoi qu'il en soit, j'étais en proie au doute. Est-ce que ce serait chat qui aurait un don ? Il est vrai que le chat est tellement agile qu'il viole les lois de la physique avec son histoire de retournement. Il retombe toujours sur ses 4 pattes. L'homme serait déjà mort dans les mêmes conditions de chute. Je me mis à attraper chat qui nous fixait Maria et moi.
Je mis ses oreilles en arrière. Je le présentai ainsi à Maria en lui indiquant qu'avec ses yeux en amande, Chat ressemblait en effet à un extraterrestre échappé de Roswell. Elle finit enfin par me lâcher un large sourire. Je n'avais pas gagné la guerre, mais j'étais sorti victorieux d'une bataille. C'était un bon début. C'est la fin de l'épisode 8 de ce livre 4, dénommé Chemin de vie. Avez-vous déjà prévu un événement futur ? Pensez-vous qu'un virus informatique peut provoquer une remise à zéro des comptes bancaires ? Pensez-vous qu'une monnaie virtuelle, internationale, peut voir le jour et remplacer l'argent papier ? Pensez-vous que Thomas va réussir à contacter Stéphanie et à reconquérir son cœur ? Sortira-t-il gagnant de cette relation ? Avez-vous déjà connu la disparition de quelqu'un, du jour au lendemain ? Plus de messages, plus d'appels, plus de contacts ? Avez-vous eu cette sensation d'avoir été désabusé ? Enfin, pensez-vous que les chats possèdent un pouvoir spécial ? Que ces chats qui se servent du narrateur pour compléter les livres L4 et L5 ? En attendant le prochain épisode, l'épisode 9, je vous remercie pour votre écoute et le partage de ce contenu. Enfin, je remercie tout particulièrement les personnes qui me suivent depuis le début de cette aventure. Je vous dis à bientôt.